Et dire qu'il y a moins d'un siècle, moutons et bovins étaient en pâturage sur les bords de la Marne. Je vais vous raconter aujourd'hui le long récit de l'histoire agricole de Gournay-sur-Marne. De la pierre des seigneurs à la prière des moines, aux machines grondantes du progrès, cette terre a tout connu. La foi, la guerre, la richesse, la ruine et l'oubli. Tout commence dès l'époque médiévale. La présence du château de Gournay est attestée dès 1078. Cette gravure du fort de Gournay, réalisée d'après les dessins de Claude de Chastillon, représente le fort de Gournay vers 1592. Mais c'est au XIe siècle que tout commence. Guy II, dit le Rouge, comte de Montlhéry et seigneur de Gournay, tenait son bastion, veillant sur le pont de Gournay. Un jour, dans un élan de piété profonde, il fit don de ses meilleures terres agricoles et des bois de Gournay à un couvent de moines qu'il avait lui-même fondé. Les bénédictins, du prieuré Notre-Dame de Gournay, prirent possession des lieux. Le paysage changea. Les champs furent ordonnés, les cultures rythmées par la règle et la cloche. Bénéficiant de donations venues de partout, le prieuré devint rapidement l'un des plus riches de la Brie. Mais l'histoire de Gournay n'est pas celle d'un Éden paisible. Invasion, pillage, catastrophes climatiques, guerre féodale, guerre de religion, fronde, épidémie, autant de fléaux qui ravagèrent les sillons. Après la Réforme, les vocations se firent rares. Le prieuré de Gournay, comme on le voit probablement ici dans sa version du XVIe siècle, voit son environnement évoluer lorsque le prieur renonça. Il loua ses biens à quelques laboureurs. Au XVIIIe siècle, le prieuré, affaibli, céda ses terres aux spéculateurs les plus offrants. C'est ainsi qu'en 1777, la grande ferme de Gournay, ainsi que le prieuré, que l'on voit ici dans sa version de 1753, appartiennent à Gabriel II, Michel de Taron, directeur de la Compagnie des Indes, armateur et financier. C'était l'époque de la révolution agricole, avec ses stratégies rationnelles, ses idées modernes mais impopulaires. À l'heure de la terreur, les grands propriétaires payèrent de leur tête. La marquise de Marbeuf, héritière de ses terres à la mort de son père, fut guillotinée. Ses biens, le château rouge, ainsi que la grande ferme, furent vendus en 1793, comme l'avaient été ceux du prieuré en 1791. Au début du XIXe siècle, un industriel porcelainier, Jean Népomucène Hermann Nast, nouveau châtelain de Gournay, racheta presque toutes les terres du prieuré et de la grande ferme. Il les mit en fermage pour les cultures traditionnelles. Il possédait en outre un gros troupeau d'ovins. La laine était lavée dans la Marne, à Gournay même, puis négociée. Mais c'est un siècle plus tard, en 1900, que la ferme de Gournay connut ses heures les plus glorieuses. La famille Nast, toujours propriétaire, décida d'en reprendre la gestion directe. Tony Balu, l'un des fils de Roger Balu, alors maire de Gournay-sur-Marne, rencontra sur les bancs de l'Institut national d'agronomie Jules-Édouard Lucas. En 1903, diplôme d'ingénieur agronome en poche, il présenta son camarade de promotion à son cousin germain Hermann Nast, propriétaire de la ferme de Gournay. Jules-Édouard Lucas, que l'on voit ici en tenue de ville dans l'étable, proposa un plan radical pour relancer la ferme afin d'en faire un établissement laitier d'excellence. Il acquit la confiance de la famille Nast, si bien qu'en 1904, il fut nommé directeur de la ferme de Gournay, et l'année suivante, adjoint au maire de Roger Balu. Sous sa direction, les 230 hectares de la ferme se transformèrent. La taille des étables allait doubler. Le matériel s'améliorait.
Un sol en ciment remplaça la terre battue des étables, comme en atteste cette photo prise en 1904. Il porta le cheptel de sa vacherie à 80 laitières, sélectionnées scientifiquement. La ferme de Gournay devint un élevage laitier de référence nationale. L'électrification, arrivée à Gournay, permit la réfrigération du lait cru pour le vendre au détail et jusque dans l'ouest parisien. Une révolution commerciale. Le lait frais, cru, pouvait être livré à l'autre bout de Paris tous les jours, comme à Londres. Mais dès 1924, les héritières, Nast, vendirent tout en bloc à Bernheim, un lotisseur qui a déjà loti Vert ou Gagny. Sur les anciennes terres agricoles naquit le domaine de Gournay, environ 1500 lots à construire qui s'écouleront en 40 ans. À chaque acheteur de choisir son architecte, son budget et son rythme de construction. Le lotisseur ne fournissant que la voirie, l'eau et le gaz. En 1926, une trentaine de personnes y travaillaient encore. C'est cette année qu'eut lieu la dernière exposition agricole de Gournay. Une journée portes ouvertes à la ferme agronomique, toujours dirigée par Jules-Édouard Lucas, que l'on voit ici photographié dans son bureau à la ferme de Gournay par l'agence Roll. Il est devenu une personnalité majeure du monde agricole, en étant notamment membre et président de la Chambre d'agriculture de Seine-et-Oise. De 1924 à 1934, Jules-Édouard Lucas ainsi que Madame Gommel, propriétaire du domaine d'Heurtebise, furent les derniers défenseurs de la ferme contre l'appétit du lotisseur Bernheim et de ses agents. Cette vue aérienne de 1933 nous montre bien l'évolution du paysage. Il reste que quelques pâtures. La voirie n'est pas encore pavée. Les arbres des rues ne sont pas encore plantés. Les vaches restaient probablement à l'étable, comme la plupart des vaches aujourd'hui, à attendre la nourriture et la traite. L'activité cessa en 1934. Dans les années 60, la SCI Gournay Résidence rachète la parcelle de terrain de 11 775 mètres carrés bordant les rues Georges Clemenceau et des Prés de Noisy. Sur cette photo de la cour de la ferme après la démolition, on peut voir que seul le logis du fermier, l'ancienne écurie et le portail restent debout. Tout le reste est rasé pour laisser place au lotissement de Gournay Résidence. Au début du XXIe siècle, le reste est démoli. De petits immeubles collectifs sortent de terre. Ne reste de la ferme que ses souvenirs à cultiver.